On dit que les gens qui vous aiment le plus peuvent vous blesser le plus profondément. Je pensais que c'était juste quelque chose que les gens brisés se disaient pour se sentir mieux dans les mauvaises situations. Je me suis trompée sur beaucoup de choses. Il y a 3 semaines, j'ai enterré mon mari de 37 ans. Il était mon ancre. Ma boussole. L'homme qui m'a appris que l'amour pouvait être calme et stable au lieu d'être bruyant et douloureux comme je l'avais cru en grandissant. Nous avons construit quelque chose ensemble. Une vie. Une entreprise. Une famille. Du moins, c'est ce que je pensais. Hier, mon fils m'a déposé au bord de la route des 117, à 20 kilomètres de notre village. Ce n'est plus notre village, apparemment. Plus rien à nous. Sors, maman. C'était exactement ces mots. Sors. Comme si j'étais une étrangère. Comme si je ne l'avais pas porté pendant 9 mois, que je n'avais pas marché avec lui quand il avait des coliques, que je n'avais pas vendu les bijoux de ma grand-mère pour payer ses frais d'université quand la chambre d'hôte était en difficulté ces premières années. Je me tenais là, dans le brouillard, à regarder ces feux arrière disparaître dans le matin gris. Je portais les vieilles pantoufles de Pierre parce que je les avais mises pour apporter du café au jardin, sans jamais penser que je finirais par marcher le long d'une route de campagne avec. Mon sac à main serrait ma poitrine comme une armure qui ne fonctionnait pas. Les clés de la maison étaient toujours dans ma poche. Inutile maintenant. Il avait déjà changé les serrures. Vous voulez savoir à quoi ressemble la trahison? On dirait le silence. On dirait l'espace entre les battements de cœur quand votre cerveau essaie de rattraper ce que vos yeux voient. On dirait un brouillard qui s'installe sur tout ce que vous pensiez savoir. J'ai commencé à marcher. Que faites-vous d'autre quand le sol se dérobe sous vos pieds? Le problème avec le traumatisme, c'est qu'il ne vous frappe pas d'un coup. Il arrive par vagues. D'abord le choc, l'impossibilité physique de ce qui se passe. Puis les questions commencent à tournoyer comme des vautours. Depuis combien de temps cela était-il planifié? Quand mon fils a-t-il cessé de me voir comme sa mère et a-t-il commencé à me voir comme un obstacle? Marie-Claire, sa femme, m'avait été d'une grande aide après la mort de Pierre. Ne t'inquiète pas pour la paperasse, maman. On s'occupe de tout. Concentre-toi sur ta guérison. Elle me tapotait la main avec ses ongles parfaitement manucurés, me parlant comme si j'étais une enfant. Comme si j'étais déjà partie. J'aurais dû m'en douter. Tous les signes étaient là, éparpillés comme des miettes de pain au fil des 2 dernières années. La façon dont ils avaient commencé à parler de l'avenir de l'entreprise, sans m'inclure dans la conversation. La façon dont Marie-Claire réaménageait ma cuisine lors de ses visites, prétendant juste aider. La façon dont Antoine soupirait quand je donnais mon avis sur les rénovations ou les réservations, comme si j'étais difficile au lieu de protéger ce que Pierre et moi avions construit de nos propres mains. Mais j'étais en deuil. J'étais fatiguée. J'avais 63 ans et j'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en un mois depuis le diagnostic de Pierre. Alors je les ai laissés gérer les choses. J'ai signé ce qu'ils m'ont présenté. J'ai fait confiance à mon fils. Idiote. Tellement idiote. J'ai marché 2 heures avant d'arriver à l'épicerie Moreau. Le vieux Henri était derrière le comptoir, comme depuis 30 ans. Son visage est devenu blanc en me voyant. Madame Dubois? Que faites-vous là? Où est votre manteau? C'est alors que j'ai réalisé que je tremblais. Non pas de froid même si l'air de novembre était vif, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui s'était accumulé dans ma poitrine depuis que la voix d'Antoine s'était glacée dans la voiture. Henri m'a fait asseoir. Il m'a apporté un café au goût de chicorée et de gentillesse. Laisse-moi utiliser son téléphone pour appeler. Qui? Qui appelle-t-on quand sa famille nous efface? J'ai d'abord essayé ma sœur. Louise, qui vit maintenant à Lyon avec son mari banquier et leur appartement impeccable, rempli de choses qu'on n'est pas censé toucher. Elle a écouté mon histoire avec ce silence empreint de jugement. Oh, Simone. Il y a sûrement eu un malentendu. Antoine a toujours été un si bon garçon. Tu devrais peut-être juste lui parler? Trouver une solution? La famille, c'est la famille. La famille, c'est la famille. Le cri de ralliement de ceux qui n'ont jamais vu leur famille se transformer en inconnus du jour au lendemain. Puis j'ai appelé mon cousin Bernard. Il était plus gentil, mais pas beaucoup plus serviable. Ce sont des choses qui arrivent, cousine. C'est peut-être pour le mieux? Tu vieillis, et gérer une entreprise, c'est dur. Peut-être qu'Antoine pense te protéger. Me protéger. En me volant.
en m'abandonnant au bord de la route avec rien d'autre que mon sac à main et les pantoufles de mon mari. Ce soir-là, j'étais assise dans une chambre de motel qui sentait le désinfectant et la tristesse des autres. Les murs étaient si fins que j'entendais le couple d'accent grave côté se disputer pour des questions d'argent. Leurs voix montaient et descendaient comme des vagues, et je me suis surprise à penser à Pierre. Au fait qu'il n'avait jamais élevé la voix, pas une seule fois durant toutes nos années ensemble. « Et toujours un plan de secours, ma chérie, disait-il. Fais confiance, mais vérifie. Aime, mais protège-toi. » Je pensais qu'il était paranoïaque. Il avait grandi pauvre, plus pauvre que moi, et il n'avait jamais vraiment cru que notre réussite serait durable. Il insistait pour que nous ayons des comptes et des économies séparées. Au cas où, disait-il. Je riais et lui disais qu'il s'inquiétait trop. Mais Pierre n'était pas paranoïaque. Il était sage. Et, assis dans cette chambre de motel, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident dès le début. Il n'avait pas pu tout voler. Pas légalement. Pas sans conséquence. Voyez-vous, Pierre et moi n'étions pas simplement mariés. Nous étions associés en affaires. Partenaires égaux. L'acte de propriété était à nos deux noms. La licence commerciale, les comptes bancaires, les polices d'assurance, tout était structuré pour nous protéger tous les deux. Pierre avait insisté là-dessus, même lorsque l'avocat avait déclaré que c'était inutile. Le mariage, c'est l'amour, avait-il dit. Mais les affaires sont les affaires. On protège ce que l'on construit. Alors j'ai commencé à creuser. J'ai appelé notre avocat, pas celui qu'Antoine nous avait recommandé, mais celui qui nous avait aidé à tout structurer au départ. Monsieur Petit, un homme d'un âge avancé et d'une acuité remarquable, se souvenait de chaque détail de chaque document qu'il avait déposé. « Madame Dubois, dit-il d'une voix chaude et inquiète. J'ai entendu parler de Pierre. Toutes mes condoléances. Mais dites-moi, pourquoi me posez-vous des questions sur les titres de propriété? Il a fallu 3 jours pour obtenir des copies de tout. 3 jours à vivre de café et de croissants rassis dans des distributeurs automatiques, à dormir dans un lit en béton, à regarder mon téléphone sonner, sans jamais répondre aux appels d'Antoine. 3 jours à me sentir devenir fou, comme si j'avais peut-être signé un acte de renonciation à ma vie sans m'en souvenir. Puis les documents sont arrivés. Fraude. Une fraude claire, documentée, indéniable. Ils avaient falsifié ma signature sur un acte de renonciation, transférant ainsi ma part de 50% à Antoine. Mais ils avaient commis des erreurs. Le cachet du notaire était erroné. La date était erronée. Plus important encore, ils avaient utilisé une signature qui ne correspondait à aucun des documents légitimes de mon dossier. Pierre avait eu raison d'être prudent. Pierre avait eu raison sur toute la ligne. Je suis retourné au village en voiture de location, car j'avais oublié qu'Antoine avait vendu la mienne sans me prévenir. Je me suis garé en face de la chambre d'hôte, notre belle bâtisse en pierre avec ses volets bleus et la roseraie que Pierre avait plantée pour notre anniversaire. Des invités s'enregistraient, riant en montant leurs valises sur le perron. Nos pas. Mes pas. Je suis restée assise là pendant 1 heure, à regarder des inconnus profiter du sanctuaire que Pierre et moi avions créé. À regarder Antoine et Marie-Claire accueillir notre vie. Elle portait mon tablier, celui avec les petites fleurs de lavande que Pierre m'avait rapporté du marché d'Aix-en-Provence. Elle le portait comme s'il lui appartenait. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de propriété. C'était une question d'effacement. Ils n'avaient pas seulement volé mes biens, ils avaient volé mon identité. Mon histoire. Mon droit d'exister dans la vie que j'avais construite. J'ai appelé Monsieur Petit depuis la voiture. Je veux porter plainte, ai-je dit. Fraude. Maltraitance des personnes âgées. Vol. Tout ce qui restera. Il y eut un long silence. Puis, Madame Dubois, êtes-vous sûre? Les conflits familiaux peuvent être compliqués. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils m'ont abandonné au bord de la route, lui dis-je. Maintenant, ce ne sont que des voleurs. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'avocats, de documents et d'appels téléphoniques. Marie-Claire essaya de me joindre en premier, tout en douceur et en inquiétude. « Maman, on est tellement inquiet pour toi. Antoine pense que tu es en train de faire une dépression. Le deuil peut être si déroutant. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? On peut tout arranger. » Maison. Elle l'appelait
maison, comme si c'était à elle de l'offrir. Puis Antoine appela. Sa voix était différente, plus dure. Le masque tombait. Maman, tu te fais honte. Tu nous fais honte. Tout le village en parle. Laisse tomber ces bêtises et reviens. On te donnera une allocation. Une chambre. Tu pourras toujours vivre ici. Une allocation. Une chambre. Dans ma propre maison. Antoine, dis-je d'une voix plus assurée que je ne le pensais. Je t'ai donné la vie. Je t'ai donné l'amour. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Mais je ne te donnerai plus ma dignité. Plus maintenant. Il raccrocha. La médiation était prévue pour un mardi matin de décembre. Je portais ma plus belle robe, celle bleu marine que Pierre m'avait offerte pour notre dîner d'anniversaire 2 ans plus tôt. Je voulais avoir l'air de quelqu'un qu'on ne pouvait ni ignorer. Antoine et Marie-Claire étaient assis en face de moi avec leur avocat, un jeune homme en costume coûteux qui consultait son téléphone comme s'il avait un rendez-vous plus important. Il refusait de me regarder. Mon fils, qui grimpait sur mes genoux lorsqu'il faisait des cauchemars, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. C'est regrettable, commença leur avocat. Un conflit familial qui a dégénéré. Mes clients sont prêts à proposer un arrangement généreux. 20% de la valeur du bien, plus une petite allocation mensuelle. C'est sûrement une juste compensation pour… Pourquoi, ai-je interrompu? Pour avoir été volé par mon propre fils? Pour avoir été abandonné sur une route de campagne comme un déchet? C'est à ce moment-là qu'Antoine m'a finalement regardé. Son visage était rouge, en colère, sur la défensive. Tu t'effondrais, maman. Tu n'avais pas les idées claires. Quelqu'un devait prendre des décisions. Quelqu'un devait protéger l'entreprise. La protéger de quoi? De moi? Tu es vieux, cria-t-il, et le silence se fit dans la pièce. Tu es vieux, tu n'en peux plus, et on essayait de t'aider. Vieux. La voilà. La vérité sous toutes ces belles paroles et ces manipulations délicates. J'étais vieux, donc j'étais jetable. Vieux, donc je n'avais aucun droit. Vieux, donc je devrais être reconnaissant pour les miettes qu'il décidait de me jeter. Je me suis levé lentement, ressentant chacune de mes 63 années, et j'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé. J'ai vu l'étranger qu'il était devenu. J'ai vu l'avidité et le sentiment d'avoir droit à quelque chose qui avait remplacé l'amour qui avait pu exister autrefois. Tu as raison, dis-je. Je suis vieux. Assez vieux pour savoir faire la différence entre aider et voler. Assez vieux pour savoir quand on me ment. Assez vieux pour savoir qu'on n'abandonne pas sa famille au bord de la route. Je me suis tourné vers son avocat. Il n'y aura pas d'accord. Je veux récupérer mes biens. Tout. Et je veux qu'il parte. Cela a pris 6 mois. 6 mois de bataille juridique, de déposition et de date d'audience. 6 mois pendant lesquels Antoine a essayé de me dépeindre comme sénile, confuse et vindicative. 6 mois pendant lesquels Marie-Claire a répété à qui voulait l'entendre que je déchirais la famille pour des raisons d'argent. Mais l'argent n'a jamais été le principal. L'important était que je comptais. Que ma vie comptait. 37 ans de mariage, 30 ans d'activité et 63 ans d'existence ne pouvaient être effacés par une fausse signature et un fils qui avait oublié comment aimer. Finalement, le juge a statué en ma faveur. La propriété a été entièrement rétablie. Antoine et Marie-Claire avaient 30 jours pour quitter les lieux. Aucune indemnisation pour les améliorations apportées, on ne peut pas améliorer ce qu'on a volé, a dit le juge d'un ton sec. Je me tenais sur le perron de la chambre d'hôte le jour de leur déménagement. Antoine transportait des cartons jusqu'à un camion de déménagement, sans me regarder. Marie-Claire pleurait de vraies larmes. Du temps, pas les larmes de crocodile qu'elle avait versées pour me manipuler. J'espère que tu es heureux, cracha-t-elle en passant devant moi. Tu as détruit ta propre famille. Non, répondis-je. Je me suis sauvé de ceux qui me détruisaient. C'était il y a 8 mois. J'ai vendu la chambre d'hôte à un jeune couple parisien qui est tombé amoureux de la roseraie de Pierre et a promis d'en prendre soin. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter une petite maison au bord du lac, où je peux admirer le lever du soleil chaque matin et me souvenir de la paix. J'ai planté de nouveaux rosiers au printemps dernier. Des variétés différentes de celles choisies par Pierre, mais tout aussi belles. Elles fleurissent maintenant, malgré la saison tardive. Des fleurs tenaces qui refusent d'abandonner,
même quand le monde leur dit que leur temps est révolu. On me demande parfois si je regrette. Si mon fils me manque. Si j'aurais préféré accepter la transaction et préserver la paix. La vérité est compliquée. Le garçon qu'Antoine était me manque. La famille que je croyais que nous formions me manque. Mais pas. Être effacé. Être traité comme un problème à résoudre ou un fardeau à gérer ne me manque pas. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un fardeau. Je suis une femme qui a profondément aimé, qui a beaucoup perdu et qui s'est retrouvée après la trahison. Je suis quelqu'un qui a refusé de disparaître silencieusement, qui s'est levé et a dit « non » quand le monde m'a dit de m'asseoir et d'être reconnaissante. Si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous vous êtes senti petite, invisible ou jetable, sachez ceci. Vous comptez. Votre voix compte. Votre vie compte. Et personne, ni votre famille, ni vos amis, ni personne n'a le droit de vous effacer de votre propre histoire. Le soleil se couche sur le lac, teintant l'eau d'or et de rose. Mes nouvelles roses fleurissent dans le jardin. Demain, je m'en occuperai et elles deviendront plus fortes. Nous le serons toutes les deux. On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais on ne vous dit jamais qu'il faut parfois choisir entre se noyer dans le sang et apprendre à nager en eau plus claire. J'ai choisi de nager. Et pour la première fois au fil des années, je n'ai plus peur de l'eau profonde.